Bonjour et bienvenue dans ce 15e numéro de Pilot Reviews. On vous prévient d'avance, on a été obligé de couper notre reviews en deux et de ne traiter les sorties que sur une semaine, tellement la semaine prochaine va être chargée. On se débarrasse donc des dernières séries un petit peu anonymes avant de passer dans la prochaine émission aux vraies grosses sorties. Et on commence par une grosse rentrée pour Radio-Canada qui nous propose moins de 4 nouvelles séries en 3 jours. Commençons avec une histoire d'adultère. Feu. Marc est agent immobilier. Alors qu'il installe des panneaux pour vendre une maison, il tombe par hasard sur Claudine qui le gardait étant petit. Malgré le fait que 30 ans soient passés et qu'ils aient construit chacun une vie de famille de leur côté, Marc est persuadé que Claudine, dont il est amoureux enfant, est la femme de sa vie. Il va tenter de la séduire. Mais ces retrouvailles font également remonter de vieux souvenirs comme l'incendie qui ravagea sa maison et causa la mort de sa mère. Rien de bien palpitant ici, c'est plutôt plat et longuet avec une intrigue qui peine à nous retenir devant notre écran. L'histoire est quelque peu prévisible, vous pouvez passer à côté sans rater grand chose. À peine les vacances d'été terminées que Radio-Canada nous propose de nous y replonger avec Mes Petits Malheurs. Jeffy, un jeune adolescent de 12 ans 3/4, s'apprête cet été encore à passer ses vacances dans le chalet familial. Ses plans estivaux vont être changés par son père qui désire le voir travailler un petit peu. Adieu la fête et les copains, à moins qu'il ne fasse le mur, mais gare à ne pas se faire choper par le paternel. La série, narrée par un Jeffy devenu adulte, nous replonge dans ses souvenirs de l'été 1986. Celui-ci va vivre de grandes catastrophes qui, en rétrospective, n'étaient pas si graves à l'époque, mais c'était ses malheurs. Les petits détails comme la cassette qui se coince dans le Walkman font vibrer notre fibre nostalgique. La voix du narrateur, bien que un peu trop omniprésente, rajoute un petit peu d'humour dans des scènes banales. On a au final une série mignonne et gentillette, mais qui reproduit très bien visuellement l'ambiance des années 80. Avec District 31, nous avons droit à une nouvelle série policière en quotidienne sur Radio-Canada. Nadine Legrand et Patrick Bissonnette sont deux enquêteurs du District 31. Pour leur première enquête, ils vont devoir retrouver le jeune Théo qui a disparu alors qu'il faisait du skate dans un parc. Fugue, enlèvement, quelles que soient les raisons de sa disparition, il va falloir faire vite car les heures sont comptées. La série se heurte à deux problèmes, son rythme de diffusion et sa case horaire. Diffusée 4 jours par semaine, on se doit de faire traîner quelque peu les choses, de tirer à la ligne, histoire de faire durer l'histoire le plus longtemps possible. Il en résulte une certaine lenteur qui ne cadre pas avec l'urgence de la situation maintes fois répétée. De plus, étant diffusé à 19h, on doit éviter toute image violente ou sanglante afin d'en faire un programme familial. Il en résulte une espèce de série molle qui peine à progresser. Et on termine notre tour de l'actualité canadienne avec la crise de la trentaine dans Les Simones sur Radio-Canada. Tout va pour le mieux dans la vie de Maxime, du moins elle le croit. Elle vient d'obtenir un poste à Québec. François, son compagnon, lui propose d'emménager avec elle dans une grande maison ayant même une chambre pour de futurs enfants. Sa famille est fière d'elle, mais tout ça, ça lui fait trop d'un coup. Elle décide de tout plaquer pour aller s'aérer les esprits avec une amie journaliste à Montréal. La série nous propose de suivre la remise en question de notre héroïne, entre féminisme et quête du bonheur. Il est plaisant de voir cette femme refuser le combo maison-mari-bébé que cherche à lui imposer sans forcément le vouloir son entourage et reprendre sa vie en main. Nous allons également suivre deux autres femmes fortes. Laurence, l'amie journaliste au parcours sans faute dont la seule faiblesse est un petit ami musicien égocentrique, et Nikki, artiste le jour et barmaid le soir, toujours en quête de sensations fortes, parfois discutables. Une galerie de personnages qui sort un peu du lot dans cette fresque néo-féministe en 13 épisodes. Basket et animation minimaliste, c'est Legend of Chamberlain High sur Comédie Centrale. Grover, Malik, Jamie Liz sont trois nasses du lycée qui veulent s'imposer comme étant les mecs à la cool. Ils vont profiter du fait que la police a récupéré toute la drogue présente dans les casiers pour se faire inviter à la super party qui a lieu le soir en apportant de quoi se défoncer. Animation pauvre, grossièreté, humour pipi caca, on a l'impression qu'ils essayent de faire du South Park mais sans en avoir le talent. Là où dans South Park on a de la critique sociale ancrée dans l'actualité, ici tout est gratuitement vulgaire. Les personnages sont stéréotypés au possible et ça perd tout intérêt. On aurait pu avoir un truc sympa façon les Lascars et on se retrouve avec un dessin animé qui nous enlève toute envie d'aller plus loin. Poubelle. Direction les hôpitaux australiens avec Dr. Doctor sur Night Network. Le Dr. Hugh Knight est un chirurgien de génie spécialisé dans les interventions cardiaques. Mais suite à un enchaînement d'événements, il va perdre sa licence. Adieu Sydney. Il est obligé de prendre une année sabbatique et de retourner pratiquer en tant que médecin généraliste dans sa ville natale. La série repose beaucoup sur la performance de Roger Corser qui incarne notre sympathique Dr. Connard luttant contre ses démons. Même s'il y a beaucoup de similitudes avec le caractère de notre héros, un médecin de génie antipathique, rien à voir avec Dr. House. On est plus ici dans le drama que dans l'enquête médicale. Le duo entre Corsair et Nick Da Silva, qui incarne son nouveau boss à l'hôpital et qui s'avère être également son ex, fonctionne très bien. Nous avons droit à une série bien rythmée et bien réalisée, alternant les moments de tension médicale avec le drama plus léger en fond. Le tout parsemé d'une bonne dose d'humour. Tous les éléments sont là pour en faire une série hospitalière qui peut sortir un peu du lot. Après Marie plus Jane sur MTV, nouvelle série de drogués avec High Maintenance sur HBO. Pas grand chose à résumer sur cette série. On suit un hipster dealer d'herbes et autres substances qui se balade en vélo dans les rues de New York, passant d'un client à l'autre. On va nous dresser un portrait plus ou moins approfondi de ces clients. Comme ces personnes ne nous sont pas forcément introduites par notre dealer, on peut avoir du mal à les situer et à comprendre quel est leur rapport par rapport à l'histoire.
pour peu qu'il y ait réellement une histoire. On est plus dans de la tranche de vie et on nous présente des anonymes haut en couleur de la grosse pomme. On est dans une comédie dramatique, certaines scènes peuvent être amusantes, d'autres plutôt décontenançantes. Je ne sais pas trop quoi en penser au final, c'est bien joué, bien réalisé, mais sans réel conducteur, ce qui fait que l'on peut adorer comme rester hermétique. Indiana Jones en jupette et en binôme, c'est Houghton and the Ladies sur Sky One. Alexandra travaille au British Museum de Londres. Elle n'a qu'une seule envie, partir sur le terrain. Elle monte donc une expédition pour l'Amazonie afin de découvrir le campement d'un explorateur victorien qui, lui-même, était sur les traces de El Dofreguinkrado. Dans la jungle, elle croisera la route de Houghton, un aventurier qui vit de trafic de diamants et de vol de reliques. Gros budget de la part de Sky One pour cette série, jungle, tribu indigène, serpent géant, méchant français, cascade en hélicoptère, tout a été mis en place pour nous en mettre plein la vue. Le duo entre l'experte Ophelia Loving-Bond et l'aventurier Michael Lanz fonctionne plutôt bien. Rome, Moscou, Cambodge, Éthiopie, Bhoutan, de nombreuses destinations exotiques nous sont déjà annoncées pour les épisodes à venir. Humour et aventure sont au rendez-vous pour cette série, bonne pour se vider la tête ou chercher un petit peu d'épaisement. On n'avait pas encore eu de bonne grosse sitcom qui tâche. C'est chose réparée avec Kevin Can Wait sur CBS. Kevin est un policier fraîchement retraité. Il décide de consacrer son temps libre à sa famille. Mais les choses vont s'avérer plus difficiles à la maison que sur le terrain. Par exemple, sa fille décide d'arrêter ses études pour bosser dans un snack afin d'aider son petit ami avec qui elle vient de se fiancer pour le supporter dans la création d'une nouvelle application révolutionnaire. Bon, c'est de la sitcom. Décor unique, rire enregistré, famille américaine random, humour tout aussi banal à base de mauvaises punchlines. Effectivement, Kevin Can Wait. Un grain de sable au paradis, c'est The Good Place sur NBC. Et si toutes les religions avaient raison qu'à 5% environ sur ce qu'est vraiment la vie après la mort? Bon, à part Doug Forsythe qui avait raison à 93%. Et si, après avoir vécu une vie uniquement faite de bonnes actions, vous arrivez dans The Good Place? Et si Eleanor Shellstrop est arrivée dans cet endroit parce qu'elle était l'homonyme d'une personne vertueuse? Quelle catastrophe cela causerait-il au paradis? Le pitch peut sembler simpliste. Une mauvaise personne arrive dans le meilleur des mondes et ses mauvaises décisions ou paroles vont causer des catastrophes. Genre, en cachant des déchets sous le paillasson, cela va provoquer une pluie de détritus. Mais ça fonctionne plutôt bien au final. Les scénaristes se sont montrés assez imaginatifs visuellement pour que la première vague de catastrophes soit marquante. Et du coup, on attend la suite pour voir ce que les actes manqués ou égoïstes de Eleanor, interprétés par Kristen Bell qu'on a plaisir à revoir ici, vont causer comme dommage. Pour le moment, ça se cherche encore et ça reste très visuel. L'histoire est écrite d'avance. Eleanor doit devenir une meilleure personne pour pas se faire griller et rester dans cette idylle. Et pour ce, elle va se faire aider par Shady, son âme sœur par défaut, seule personne à connaître la supercherie. Mais bon, le premier épisode reste efficace, inventif, et une fois que la série aura trouvé son rythme de croisière et dépassé le pitch de base, nous aurons certainement droit à de très très bons épisodes. Faire de l'humour avec le retrait des troupes françaises en Afghanistan, c'est le pari osé de France 4 avec Loin de chez nous. Décembre 2012. Julie Tavin est une journaliste chargée de couvrir la guerre en Afghanistan. Seulement, elle arrive sur le terrain après que le président François Hollande ait annoncé le retrait des troupes. Elle va donc suivre le repli du dernier régiment sur place, les Chats Noirs. Sauf que pour eux, le moment n'est pas encore venu. Ils ont une dernière chose à accomplir. France 4 a diffusé d'un bloc les 4 premiers épisodes sur 10 de cette nouvelle série et c'est un quasi sans faute. Les paysages sont très bien rendus et certaines scènes sont tournées avec beaucoup de poésie, comme l'ouverture de l'épisode 3 où une femme vêtue d'un tchador sort de l'eau. Beaucoup de comiques de situation qui nous amusent sans chercher un rire forcé. Beaucoup également de scènes de combat violentes, dures, qui contrastent avec le ton de la série. Et il en ressort un fort réalisme. Le jeu est un peu inégal, mais dans l'ensemble, c'est bien interprété. On est à mi-chemin entre Band of Brothers et Lazy Company, certainement un incontournable de la rentrée. Cette émission étant terminée, comme vous l'aurez certainement compris, le temps d'avoir passé le gros des sorties qui arrivent d'un seul coup, on va passer d'un format tous les 15 jours à une émission hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec entre deux un petit pilote short. Bonjour chez vous.